Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission Connect Live 54 de la Tribune Afrique. Je suis ravie de vous retrouver pour cette émission spéciale sur le système éducatif. Quel système éducatif pour répondre aux besoins du développement numérique en Afrique? C'est le thème de cette édition. Nous verrons l'importance du numérique à la fois en tant qu'outil capable de transformer le système éducatif, mais également comme matière d'enseignement pour permettre aux jeunes de trouver des métiers de demain et de pouvoir développer les métiers de demain. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir donc d'accueillir Malek Kochlef, directeur général de la coopération internationale du ministère de l'Enseignement supérieur de la Tunisie. Bonjour monsieur. Bonjour. Bienvenue. J'ai également le plaisir d'accueillir donc Bruno Taïn Zounès, qui est spécialiste des programmes éducatifs au sein du Bureau international de l'éducation auprès de l'UNESCO à Genève. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Soyez le bienvenu. J'accueille également Edmond Jokeng, directrice des relations publiques de Huawei CEMAC. Bonjour madame. Bonjour, merci de nous accueillir sur votre plateforme. Soyez la bienvenue. Lamine Barrault, qui est PDG d'Etudesk et qui est actuellement en Côte d'Ivoire. Bonjour à tous. Bonjour. Et avec moi donc en studio, Esther Brou-Kouakou, directrice du développement Afrique chez Nomade Éducation. Bonjour Esther. Bonjour Delphine. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Et je suis ravie. Et Douglas Biandou, président fondateur donc de l'association 10 000 codeurs. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à tous. Alors je le disais finalement, face notamment à la situation avec la pandémie, on a vu que le rôle de l'accélération du numérique a permis de poser le sujet de comment le numérique peut être au service de l'éducation et du système éducatif sur le continent. Pour commencer à en parler, je vais me tourner tout de suite vers Malek Kochlef. Donc je le disais, vous êtes directeur général de la coopération internationale du ministère de l'Enseignement supérieur de la Tunisie. Et justement, vous allez pouvoir partager avec nous l'expérience que vous avez eue depuis le Covid dans l'accélération de l'enseignement digital. Comme vous le disiez, la pandémie a testé les systèmes, a testé la résilience des systèmes et leur capacité à déployer des réponses efficaces, rapides, dans un contexte incertain, évidemment. Ça a touché la Tunisie comme ça a touché l'ensemble des pays du monde. On a vécu cette période comme une période pleine, évidemment, de défis. Il faut dire qu'un pays comme la Tunisie a misé sur l'enseignement à distance depuis quelque temps déjà, notamment à travers la création, il y a 20 ans, d'une université virtuelle. C'est l'Université virtuelle de Tunis qui permet aux étudiants des autres universités de poursuivre des modules en ligne, l'ensemble des universités tunisiennes. Elle permet à des étudiants de poursuivre des enseignements à distance, des étudiants de l'université virtuelle. Elle permet également la délivrance de certifications sur un certain nombre de thématiques et également de l'enseignement à distance dans des modules transversaux. Donc, il y a quand même une capitalisation sur une expérience qui était déjà là, avec l'adoption progressive dans l'ensemble des universités tunisiennes de l'enseignement à distance. Alors, ce qui s'est passé avec la Covid, c'est non seulement une accélération due au fait qu'il fallait déployer des réponses, mais également une prise de conscience que le basculement vers un enseignement à distance n'est pas un complément, ce n'est pas une réforme, c'est une rupture. Et ça, c'est très important. La prise en compte de cette nouvelle donne a permis rapidement, d'abord, de basculer en temps de pandémie d'une manière assez efficace vers un système où l'enseignement à distance est devenu la norme en phase de confinement, exception faite de quelques spécialités qui nécessitent des manipulations, etc. Et par la suite et en parallèle, il fallait réfléchir en courant, en faisant un sprint,
il fallait mettre en place des systèmes durables d'enseignement à distance qui permettraient non seulement de répondre à des besoins contingents ayant été constatés lors de la pandémie, mais de répondre à un besoin clair pour l'avenir, que l'université doit être également une université en ligne et doit adopter davantage d'enseignements en ligne, mais pas seulement des enseignements en ligne. Il s'agissait vraiment de transformer le modèle universitaire vers un modèle plus basé sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ceci, évidemment, il s'agit de considérations d'ensemble, global, pour dire qu'au final, au bout du pic de la pandémie, on s'en est sorti pas mal, avec un système qui a quand même, malgré quelques limites, dont on aura peut-être l'occasion d'en discuter, quelques défis, mais le système s'est montré résilient, a permis d'assurer une continuité pédagogique au sein des universités tunisiennes. Les situations sont différentes, évidemment, selon les pays, mais il s'agit d'une donne globale avec des réponses plus ou moins efficaces selon les pays et spécificités. Très bien, merci beaucoup. Donc, vous le disiez, en fait, il va y avoir des situations différentes selon les pays. Et je me tourne justement vers Bruno Zounes. Donc, je le disais, vous êtes donc spécialiste de programmes éducatifs au sein donc du Bureau international de l'éducation auprès de l'UNESCO à Genève. Vous étiez auparavant au bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique centrale à Yaoundé. Et justement, eh bien, c'est le rôle de ce bureau d'aider finalement les pays dans les réformes, dans leurs réformes de l'éducation. À l'instant, il vient d'être dit par Malek Kochlef qu'il s'agissait, avec la Covid, non seulement d'une transformation, mais carrément d'une rupture. Quel est votre point de vue, vu que justement vous avez ce lien avec l'ensemble des pays membres de l'UNESCO? Merci pour la question. Moi, je voudrais dire que au début de la crise, c'est-à-dire qu'en mars 2020, on doit dire que l'UNESCO globalement a mis en place une coalition mondiale, toute une coalition mondiale qui a réuni dès le départ plus de 200 partenaires du secteur privé et du secteur public, également qui a réuni plus de 100 pays justement pour apporter une réponse assez rapide et immédiate et plus tard lointaine à la crise liée à la COVID-19. Maintenant, par rapport à votre question sur la transformation elle-même de l'éducation, et votre question tombe à point nommé parce que, vous le savez très bien, en septembre, le secrétaire général de l'ONU a convoqué un sommet mondial sur la transformation de l'éducation. Et au niveau de l'UNESCO BIE, Bureau international de l'éducation, nous pensons qu'il ne peut pas, que le curriculum étant au cœur même justement de l'action éducative, parler de la transformation de l'éducation, il veut dire en fait qu'il y a un lien entre la transformation de l'éducation et les transformations curriculaires. Et parce que, bien évidemment, la COVID nous a montré très rapidement les limites justement des curricula qui sont présentes, que ce soit dans nos instituts de formation des enseignants ou les curricula, en fait les documents curriculaires utilisés dans l'action éducative au niveau de nos pays. Et il était question justement pour un institut spécialisé comme le BIE, qui est spécialisé en matière de curriculum et des questions connexes, de rapidement faire des propositions pour justement ces transformations curriculaires. Et c'est justement dans ce sens que le BIE a pu développer un certain nombre d'outils curriculaires, un paquet de ressources pour les transformations curriculaires, mais également pu formuler des recommandations sous forme de défis, d'opportunités. On parle de près de 16 arguments en termes de défis, en termes d'opportunités pour toutes les transformations curriculaires au niveau de nos pays pour pouvoir s'adapter déjà à la crise elle-même, mais de pouvoir se préparer à l'avenir, à l'éducation telle qu'elle est perçue maintenant au XXIe siècle.
Très bien, merci beaucoup. Je me tourne vers Edmond Jokeng. Donc, je disais, vous êtes directrice des relations publiques de Huawei CEMAC. Justement, comment est-ce que Huawei participe à la transformer l'éducation en Afrique par le digital? Huawei a justement eu un projet avec l'UNESCO en 2020 pour mettre à l'échelle des systèmes scolaires ouverts grâce à la technologie. Est-ce que vous pourriez nous en parler et nous faire part donc de votre expérience? D'accord. Merci. Je voudrais commencer par reprendre c'est-à-dire le cas actuel dans lequel nous sommes en Afrique. Il faut le dire clairement. L'Afrique aujourd'hui a un problème sérieux d'inclusion ou alors d'éducation pour tous. On peut avoir quelques chiffres. On a pratiquement 1/5 de la population en Afrique qui est non scolarisée. On a 1/3 des enfants qui sont âgés entre 11 et 14 ans qui ne sont pas scolarisés. On a plus de 60% en fait des enfants âgés entre 15 et 17 ans qui sont non scolarisés. Si on veut rentrer dans la zone subsaharienne. Alors, aujourd'hui, le droit à l'éducation est un droit fondamental et entre en fait dans les objectifs des Nations Unies pour permettre à plus de jeunes d'avoir accès à l'éducation. C'est la raison pour laquelle, pendant la pandémie du Covid, il était important pour Huawei de trouver les modèles d'accompagnement pour l'Afrique où elle est installée. Il faut le dire, Huawei est bien installée en Afrique. Nous sommes présents dans plus de 170 pays dans le monde. Et on a, pendant le Covid, travaillé avec l'UNESCO pour mettre en place des programmes avec l'ITE. On a mis en place le programme que nous avons appelé Teach for All. Et le programme Teach for All avait 3 axes particuliers. Le premier axe est d'abord de réduire l'exclusion à l'éducation, de réduire, d'accompagner les communautés marginalisées à pouvoir avoir accès à l'éducation à travers les technologies, mais beaucoup plus encore de contribuer au développement de l'économie numérique et de la transformation numérique de l'Afrique subsaharienne. Ces programmes aujourd'hui ont permis, au cœur du Covid, de pouvoir continuer d'abord l'éducation pour ceux qui sont scolarisés, mais aussi de briser le gap pour ceux qui ne sont pas scolarisés, d'avoir accès aux technologies, d'avoir accès à l'éducation à distance, mais aussi de s'ouvrir au monde de l'extérieur, sans forcément avoir à prendre un billet d'avion, sans forcément avoir à se déplacer ou à faire des grosses dépenses qui parfois ne sont toujours pas choses faciles. Et c'est dans ce cadre, effectivement, que nous pensons que l'un des avantages d'une entreprise multinationale comme Huawei, c'est effectivement d'accompagner les gouvernements à comprendre, mais surtout à mettre en place des systèmes éducatifs qui permettent à tout le monde d'avoir accès à l'éducation à moindre coût. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je me retourne vers Bruno Zounès. Alors, donc, le témoignage d'Edmond Jokeng est intéressant parce qu'on voit bien que, et on va en parler donc avec mes invités qui sont avec moi sur le plateau aussi, c'est un travail partenarial. En fait, les gouvernements ne peuvent pas tout seuls, l'UNESCO ne peut pas tout seul, et d'ailleurs, on vient de parler du programme qui a été mis en place avec Huawei. Quelle vision vous avez à l'échelle mondiale et à l'échelle de l'Afrique de l'importance finalement de ce travail conjoint pour faire face aux problématiques à la fois effectivement de déscolarisation et de scolarisation de ceux qui sont déjà présents, bien sûr dans les écoles, mais pour les accompagner et pour faire face bien sûr aux crises, pas seulement malheureusement la crise du Covid, mais les crises à venir. Ouais, justement, tout cela pose la question de la résilience de nos systèmes éducatifs face aux crises, face aux catastrophes, que ces crises-là puissent être l'œuvre humaine ou pas. Il est question d'ailleurs pour l'UNESCO de pouvoir, avec les pays membres, rendre leur système éducatif résilient. Et lorsque je parlais de cette coalition mondiale, et la coalition mondiale, elle ne s'est pas substituée bien évidemment aux besoins, aux efforts des pays pour juguler ou en riposte à la Covid, mais la coalition mondiale a réuni un certain nombre d'acteurs, comme Huawei par exemple, et on peut citer tous les autres, Google et tout, a réuni un certain nombre d'acteurs dont les pays pouvaient avoir du mal à pouvoir les avoir un peu comme partenaires. Et il était donc question, dans le cadre de cette coalition, de pouvoir
au même moment assurer une continuité pédagogique en temps de crise, donc pendant la Covid, mais également préparer la reprise de l'école et préparer également les écoles, les établissements, les systèmes éducatifs pour pouvoir parer, comme on va le dire, à toute éventualité en cas de nouvelles crises, en cas de catastrophe. Il faut déjà le dire et souligner bien évidemment que avant la COVID-19 elle-même, il faut déjà se dire qu'il y avait déjà beaucoup de disparités dans les systèmes éducatifs. Et c'est pas uniquement la COVID. La COVID n'a que fait qu'approfondir ou accentuer les disparités qu'il y avait au niveau de nos systèmes éducatifs. C'est-à-dire que au niveau des pays, au sein même des pays, entre des zones rurales et des zones urbaines, entre les établissements dits privés et les établissements dits publics, mais également entre les filles et les garçons. Donc tout cela fait que avec le numérique, avec la Covid et la fermeture des écoles, on a compris rapidement la fragilité de nos systèmes éducatifs à pouvoir contenir cette crise-là. Et on a donc pensé justement que ce changement de paradigme, en utilisant justement des partenariats solides, et ce changement de paradigme pouvait peut-être amener déjà à résoudre un certain nombre de problèmes qui se posaient avant la Covid et maintenant et pouvoir rétrécir au maximum le fossé qu'il y avait ou qui existe entre dans nos systèmes éducatifs, comme je l'ai souligné tantôt, entre les différents acteurs par rapport à la zone géographique, par rapport aux outils utilisés, à l'équipement, par rapport aux ressources elles-mêmes. Donc ça, c'est d'où l'importance des structures comme Huawei avec laquelle l'UNESCO a beaucoup travaillé et continue à travailler dans le cadre de cette coalition mondiale et qui apporte son soutien en termes d'équipement, bien évidemment, mais également en termes de digitalisation. Ils ont de la matière pour pouvoir aider les pays à pouvoir digitaliser les cours, les supports didactiques et de pouvoir les mettre en ligne pour que les élèves, les enseignants puissent avoir accès. Très bien, merci beaucoup. Donc on voit bien que à la fois ce qu'a rendu finalement la Covid, c'est une accélération aussi finalement de solutions qui existaient précédemment, mais aussi une forme de travail conjoint, de partenariat entre les différents acteurs pour essayer de résoudre les problèmes. Mais je le disais, c'est finalement le digital dans l'éducation sur le continent ne date pas non plus de la Covid. Et c'est d'ailleurs ce que va nous expliquer Lamine Barraud, qui est donc PDG d'Etudes, qui est actuellement donc en Côte d'Ivoire et qui a monté cette plateforme d'enseignement en ligne en 2016, donc bien avant la Covid, à l'âge de 22 ans seulement. Eh bien écoutez, Lamine, on vous écoute sur l'histoire d'EdTech et justement aussi les enseignements que vous pouvez tirer de la crise de la pandémie. Merci beaucoup Delphine pour cette présentation. Effectivement, il faut dire que TEDx a beaucoup anticipé avant même la Covid le déploiement des solutions numériques pour la formation. Et effectivement, depuis 2016, j'ai créé TEDx, qui est une plateforme spécialisée dans la digitalisation des formations. Donc, on a développé une plateforme pour accompagner les entreprises, les cabinets de formation, les formateurs indépendants, les écoles et universités à faire ce passage au e-learning. Donc, on a la plateforme. On fait également aussi de l'ingénierie pédagogique. Donc, on aide même les organisations à mieux scénariser leur programme de formation. Parce qu'il faut dire que passer de la formation en présentiel à la formation en ligne, c'est toute une autre expertise. Donc, on accompagne les organisations dans ça. Et donc, on a pendant 2 ans développé notre solution. On a lancé la solution sur le marché en mars 2018. Et donc, mars 2018, on a 7 organisations qui utilisent la solution. 2019, on a 18 organisations. Et 2020, avec la Covid, on est passé de 18 à 514 organisations qui ont commencé à utiliser notre solution. Et ça aussi parce que on a ouvert la plateforme gratuitement pour les institutions académiques pour qu'elles puissent assurer la continuité pédagogique de leur programme lors du confinement.
Comme je le disais, c'est quelque chose qu'on a anticipé depuis longtemps parce qu'il faut dire que l'Afrique, déjà, c'est un continent très jeune. Il faut dire que la moyenne d'âge, l'âge médian en Afrique est de 19 ans, là où en Europe, on est à 43 ans. Et en plus de ça, il faut dire aussi que on a une nouvelle génération de jeunes qui consomment des informations différemment. Donc, c'est une génération. La bonne nouvelle, c'est que c'est une génération qui est digital native. C'est une génération qui est amenée à changer de métier chaque 5 ans. C'est une génération qui veut rapidement se former, qui veut aller très vite. Et il faut dire que d'ici 2030, on aura plus de 375 millions de jeunes comme ça, en fait, en Afrique à former. Et le système aujourd'hui, avec les infrastructures, sont malheureusement insuffisantes pour pouvoir adresser ce challenge-là. Et le e-learning aujourd'hui, c'est une technologie assez stratégique pour pouvoir adresser ce challenge-là. Là, par exemple, où aux États-Unis, on a plus de 77% des organisations qui utilisent le e-learning. En Afrique, on a encore moins de 3% des organisations. Donc, c'est pourquoi Etudex s'est vraiment donné ce challenge-là de pouvoir accompagner le maximum d'organisations à pouvoir digitaliser leur formation. Donc, aujourd'hui, on est à plus de 700 organisations qui utilisent notre service pour la formation déjà de 62 000 personnes dans 18 pays. Donc, effectivement, la COVID a été un facteur accélérateur, mais c'est un changement qui était prévu déjà depuis longtemps, en fait. Donc, on est sur cette pente-là et vraiment, notre mission, c'est de vraiment donner l'infrastructure aux acteurs de la formation en Afrique pour pouvoir adresser ce challenge. Très bien, merci beaucoup. Vous soulignez l'importance en fait de l'évolution des usages, première chose, et aussi l'importance des infrastructures pour pouvoir développer l'éducation numérique sur le continent. On y reviendra tout à l'heure parce que cette question des infrastructures est très importante. Mais pour terminer le tour de table et évoquer justement les solutions qui existent, je vais donc me tourner vers Esther Brou-Kouakou. Donc je disais, vous êtes directrice du développement Afrique chez Nomad Éducation, qui est une application produite en France et qui aide les élèves francophones à réussir leurs études, avec donc des programmes qui sont de la maternelle jusqu'à la terminale, basés sur les enseignements français. Et votre objectif maintenant, c'est de pouvoir les appliquer, les modifier pour l'Afrique. Racontez-nous. D'accord, merci. Effectivement, Nomad Éducation, c'est une application éducative sur mobile, donc smartphone et tablette uniquement. Mais la particularité, c'est que c'est gratuit et c'est disponible même sans connexion Internet. Et aujourd'hui, on adresse effectivement l'Afrique parce que l'Afrique est venue naturellement à nous. Aujourd'hui, dans la pandémie Covid, on s'est rendu compte que 300 000 jeunes cherchaient des solutions, comme l'ont dit les autres, effectivement, pour continuer d'apprendre. Et ces 300 000 jeunes ont trouvé Nomad Éducation sur les stores et ont commencé à nous donner des avis très positifs. Donc, on s'est tourné vers l'Afrique pour comprendre pourquoi cet engouement, pourquoi est-ce que ces jeunes venaient à nous. Nomad Éducation, aujourd'hui, c'est plus de 450 filières couvertes, de la primaire jusqu'à post-bac, comme vous l'avez dit. Mais surtout, c'est un enseignement transversal. On s'est rendu compte que les curriculums, il y a M. Kochev qui en parlait tout à l'heure, des curriculums. Et les curriculums, en fait, qu'on propose dans l'application sont plutôt transversaux et on les retrouve à 80%, 70% en compatibilité avec les curriculums qui sont en Afrique. Et les jeunes qui utilisent l'application nous disent qu'ils arrivent à progresser, à vraiment apprendre, à avoir des points de moyenne en plus. Et la particularité aussi que je vais ajouter, c'est que l'application a comblé des déserts éducatifs. C'est-à-dire, lorsque l'école était fermée, à un moment donné dans la pandémie Covid, il n'y avait pas classe, etc. Les professeurs pouvaient dire aux élèves, continuez d'apprendre via l'application tel chapitre et autres. Et on a eu de très bons retours de certaines écoles aussi venant d'Afrique. Voici un peu ce que je voulais rajouter. Très bien, merci beaucoup. On va revenir sur cet aspect qui est très important, à savoir comment finalement s'adapter aux besoins, s'adapter aux usages et avoir ce qu'on appelle les curriculums, c'est-à-dire en fait à la fois des matières et des méthodes d'apprentissage qui soient finalement adaptées aux besoins de la jeunesse sur le continent. Mais pour quand même terminer ce tour de table, je suis donc avec Douglas Viandou. Donc vous êtes président fondateur donc, de l'association 10 000 codeurs. Et finalement, c'est l'autre aspect de ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est de se dire finalement, il y a bien sûr le numérique comme outil.
de transformation de l'éducation elle-même, mais on l'a dit tout à l'heure, les métiers de demain seront des métiers du numérique et peut-être que l'apprentissage va évoluer pour faire en sorte que les jeunes soient tout de suite prêts à faire face et à monter dans le train de la numérisation, et c'est un peu l'objectif de votre association 10 000 codeurs. Absolument. Merci encore pour l'invitation. Je suis président effectivement de l'association 10 000 codeurs, mais permettez-moi pour cette première intervention de faire un retour en tant que spectateur du monde numérique. Et je voudrais d'abord témoigner du fait que je reconnais un petit peu l'impact des différents intervenants. Je m'explique. Au niveau de la Tunisie, on a dit tout à l'heure avec Malek que ça fait 20 ans. Ça, c'est très intéressant, parce qu'ils n'ont pas attendu, et la Tunisie est précurseur, je dirais, même dans cet aspect d'enseignement à distance. Donc ça, c'est très intéressant, donc je le reconnais. J'ai également noté la coalition. Vous avez vu, on a parlé de la coalition de 200 acteurs, et en fait, je suis témoin de cette coalition, puisque je suis un peu le travail de l'UNESCO. Et par exemple, dans l'intelligence artificielle, il y a un travail remarquable qui est fait par l'UNESCO, et il y a de temps à autre des événements dans lesquels, quand je vois le programme, c'est d'une densité qui est spectaculaire. Donc, je constate aussi qu'il y a donc tous ces acteurs. Par rapport maintenant au côté... le problème, je dirais, je vais un petit peu mettre les pieds dans le plat. Le problème aujourd'hui, c'est que quand je reprends l'intervention d'Edwige tout à l'heure, elle parlait d'inclusion. Moi, mon sujet aujourd'hui en tant que spectateur, c'est de me dire, mais finalement, le jeune qui est en zone rurale, la fille qui est déscolarisée, est-ce qu'elles sont au contact de cette coalition? C'est ça le sujet. Je parle tout à l'heure, on parlait de l'application. Est-ce que les jeunes, ils connaissent cette application? Et comment vont-ils connaître? Donc finalement, il y a un vrai souci. Donc je parlais tout à l'heure des éléments que nous pensons être intéressants. Mais on a aujourd'hui beaucoup d'acteurs qui proposent du contenu, qui se regroupent, mais malheureusement, au niveau de la cible, c'est 375 millions de personnes dont parlait tout à l'heure Lamine. Malheureusement, elles ne voient pas le résultat. Comment on les touche? Comment est-ce qu'on arrive à toucher ces cibles? C'est ça le sujet. Donc j'ai des éléments de réponse dont je pourrais peut-être parler tout à l'heure, mais ce qui me paraît intéressant, c'est de constater qu'en tant qu'acteur, en tant que spectateur, je constate tout ce qui est fait autour du numérique par des organisations, par des coalitions d'organisations, par des entreprises, par des associations, mais malheureusement, il n'y a pas aujourd'hui une réponse massive qui pourrait permettre à n'importe quel jeune de pouvoir s'en sortir. Est-ce qu'il n'y a pas une réponse massive ou est-ce qu'il n'y a pas une information suffisamment massive, c'est-à-dire une connaissance? Alors c'est très intéressant parce que d'où viendrait cette connaissance? D'où, là vous me poussez déjà dans les éléments de réponse de la solution que nous proposons, que ce soit les jeunes que nous rencontrons, les jeunes qui sont les 375 millions de personnes dont parle Lamine, ils croisent tous les jours des adultes. Vous savez, l'éducation, c'est tous les jours. Je suis papa, je suis maman, l'éducation, c'est tous les jours, on le sait. Mais malheureusement, sur cette idée de trajectoire, de numérique, eh ben, ceux qui côtoient les enfants tous les jours n'ont pas l'occasion de leur transmettre justement ces perspectives. Et donc c'est là la solution que nous proposons, c'est que nous pensons qu'au milieu de ces coalitions, il faut intégrer les professionnels qui sont déjà en Afrique ou qui sont hors de l'Afrique, qui sont des adultes, qui ont une expérience dans un domaine des usages du numérique, l'agriculture, la santé, l'éducation, qui côtoient ces jeunes au jour le jour. Il faut impliquer en fait les professionnels dans l'éducation de la jeunesse. Et ça, c'est une vraie réforme, même dans la pensée même de ce que c'est que l'éducation. Absolument. On connaît l'éducation dans les familles, mais on la cloisonne au niveau des familles. Je suis le grand frère de, je suis la grande sœur de. Eh mon petit, attention, je ne suis pas ton père, mais attention, ça c'est pas bon. Mais pourquoi on ne sort pas au niveau professionnel? Nous pensons que les professionnels que nous sommes, doivent aussi partager et entrer dans la vie de ces jeunes-là en leur proposant une nouvelle fenêtre. Et ça, c'est au cœur du projet 10 000 codeurs. Ben vous allez nous raconter tout à l'heure un petit peu le préciser véritablement, parce que l'objectif, c'est aussi d'être très concret aujourd'hui et qu'on puisse vraiment sortir avec des solutions concrètes. Vous voulez réagir? Oui, pour répondre un peu à ce qu'il disait tout à l'heure, justement, avec Nomade Éducation, on rentre dans la vie même des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, tous les jeunes vivent dans leur téléphone. Et nous, on est venus au contact des jeunes par leur téléphone. Parce qu'en Afrique, aujourd'hui, c'est 700 millions de smartphones. Et on se dit, le téléphone, aujourd'hui, il est plus ludique qu'autre chose. On est venu avec l'éducation dans l'application, dans leur téléphone. Directement, on s'adresse aux jeunes.
Donc, c'était pour répondre un peu pour cette partie, ce que Nomade Éducation fait pour aller toujours dans le sens de l'éducation, comme il le disait. Et ça pose la question effectivement de l'acculturation et de l'appropriation de la culture du digital. Absolument. C'est un sujet très important. Je voudrais d'ailleurs... Est-ce que je peux réagir là-dessus? Oui, tout à fait. D'accord, merci. Alors, je trouve sa contribution suffisamment pertinente parce que, il faut le dire, il y a un réel problème, en fait, d'inégalité sociale entre les jeunes qui sont dans les cités urbaines, mais aussi ceux qui sont dans les zones rurales. Alors, aujourd'hui, quel est le modèle qu'il faut mettre en place? Tous les gouvernements, l'ensemble des pays sont portés aujourd'hui, on le voit sur les médias, vers la transformation numérique, la digitalisation. Oui, c'est un process, ça va aller au fur et à mesure crescendo des cités urbaines vers les zones rurales. Mais je dis, qu'est-ce que le partenariat ou alors les forces entre les gouvernements et le privé peuvent mettre ensemble? C'est déjà de pouvoir apporter des solutions moins coûteuses qui permettent aux pays d'Afrique de pouvoir facilement et à moindre coût apporter la connexion dans les zones rurales. C'est la première solution parce qu'il faut dire, on ne parle pas de digitalisation si on n'a pas au bas mot la connectivité d'abord. Alors, c'est dans cet objectif effectivement que Huawei apporte en Afrique et surtout en Afrique subsaharienne la connectivité à moindre coût, pour permettre déjà l'accès pour tous, mais aussi de permettre la possibilité d'aller vers les zones rurales avec des solutions et une transformation durable. Je voudrais aussi apporter une contribution, si tu permets, pour l'éducation des professionnels. Depuis 2016, pour le cas du Cameroun et de la zone CEMAC, avant même le Covid, Huawei avait déjà lancé mondialement les programmes que nous appelons aujourd'hui la Huawei ICT Academy. Ce sont des programmes qui permettaient déjà de pouvoir communiquer l'importance de la transformation numérique, des TIC, d'amener les jeunes à s'intéresser à ce domaine. Mais depuis 2016 aussi, nous avons opté pour un slogan en Afrique pour l'Afrique. Ça veut dire, à travers ces programmes ICT Academy qui ont été lancés dans plus de 300 universités dans le monde, nous déplaçons des experts de Huawei vers les pays. Nous signons des partenariats avec le ministère de l'Enseignement supérieur des pays concernés et nous signons des accords avec des grandes écoles et les universités locales. Nous faisons venir nos experts. Les experts donnent des formations aux enseignants et les enseignants qui se certifient. Pour nous, c'est une responsabilité sociale. Ça veut dire nous prenons tous les coûts et nous le faisons gratuitement au bénéfice de ces établissements et de ces étudiants. Et ce sont ces enseignants-là qui dispensent les formations à leurs étudiants à travers des modules qui sont donnés, des plateformes où ils ont accès. Et aujourd'hui, on peut avoir un impact qui est assez important. C'est vrai qu'il y a encore un gap entre, quand on parle d'universités et grandes écoles, on va les voir dans les cités urbaines, dans quelques banlieues, mais il y a encore un gap au niveau de la zone rurale. Donc, il est important pour briser le gap, il faut absolument migrer vers des connectivités. Et la force de Huawei dans ce sens, c'est de faire des connectivités à moindre coût pour mieux emmener cette économie numérique durable. Merci. Tout à fait, merci beaucoup. On le soulignait tout à l'heure, l'importance à la fois de la connectivité et des infrastructures, parce que sans infrastructures, on ne peut pas parler du digital. Donc c'est vraiment un des sujets les plus importants et sur lequel l'ensemble des acteurs intergouvernementaux insistent pour travailler justement avec les gouvernements. Et donc, je me tourne vers Malek Kochlef. Alors, effectivement, la Tunisie, on l'a dit, vous l'avez dit, vous êtes des pionniers. Et le contexte de la Tunisie est effectivement, par rapport à d'autres pays d'Afrique subsaharienne, bien plus développé. Mais reste quand même que cette question de la connectivité, de l'accès, et finalement des infrastructures est quand même au cœur des préoccupations des gouvernements. Absolument. Alors, Douglas, je pense qu'il a bien posé la question de ce défi de l'accès qui est considérable et très important. Mais il y a également d'autres défis. Évidemment, pour l'accès, il y a des différences entre États, au sein des États.
entre évidemment ceux qui ont les moyens de créer les tendances au niveau des États et les autres qui doivent suivre et qui sont très peu outillés pour suivre. Et conjugué à ces défis d'accès qui sont réels, il y a d'autres facteurs qui alimentent un peu cette difficulté de réponse à la question de l'accès. Je m'explique. Il y a un grand défi démographique en Afrique. L'essentiel de la croissance démographique dans le monde, c'est en Afrique. Dans un continent qui souffre déjà d'un problème d'accès inclusif à l'enseignement supérieur. Encore une fois, les réalités sont différentes d'un pays à un autre, mais c'est une image d'ensemble. Deuxième grand défi, c'est le défi des ressources humaines. Il faut mettre en place, il faut créer, il faut transformer et même faire de la rupture. Avec qui? Avec quelles ressources humaines? Quand on a en amont des problèmes d'inclusivité et d'accès. Il y a les défis technologiques, les technologies propriétaires qui sont loin, qui ne sont pas à la portée de l'ensemble des pays. Ça, il faut le prendre en compte. Il y a également des défis de gouvernance, comment mettre en place les vraies politiques publiques, mettre en place ou dégager les moyens sur des politiques publiques budgétivores et de plus en plus coûteuses, d'une manière efficace, inclusive, équitable, etc., etc. Et puis par la suite, il y a les défis de la qualité. Quel enseignement on va faire. Donc il y a quand même une collection de grands défis. Pour revenir à la Tunisie, la question de l'accès à l'éducation et à l'enseignement supérieur, on va dire, elle a été résolue puisque le pays a investi massivement dans l'éducation dès son indépendance. Le tiers du premier budget national tunisien a été dédié à l'éducation. Donc, c'est un pays qui a toujours ce label d'un pays de formation et qui aujourd'hui dispose d'un système universitaire qui couvre l'ensemble du pays, qui couvre les besoins du pays et même plus, parce que Lamine disait que l'âge médian en Afrique, c'est 19 ans. En Tunisie, c'est 31 ans. Nous sommes le pays le plus âgé d'Afrique. Donc, la massification au niveau de l'enseignement supérieur, elle s'est opérée il y a une dizaine d'années. En 2011, c'était le pic. On avait 370 000 étudiants parce que la loi prévoit que chaque bachelier a droit à une place à l'université. Aujourd'hui, on en a 100 000 en moins, 100 000 étudiants en moins. Alors que la demande est croissante dans des pays, en particulier en Afrique subsaharienne, où l'âge médian est inférieur à 20 ans, la demande est croissante. La Tunisie, donc, elle a résolu la question de l'accès, mais elle doit focaliser maintenant sur la qualité. Et focaliser sur la qualité, c'est des systèmes d'évaluation, c'est des systèmes d'accréditation, mais également et surtout ne pas être à la traîne quand il s'agit de la digitalisation de l'enseignement supérieur. La Tunisie, aujourd'hui, elle forme. Donc, on n'a pas un problème d'existence de ressources humaines. Nous sommes d'ailleurs très bien classés à ce niveau-là, au niveau des ressources humaines, sur les classements du World Innovation Index. Donc, on fait partie du peloton de tête. Par exemple, au niveau des sciences et ingénierie, nous sommes classés deuxième au monde au niveau de la proportion de diplômés au niveau de ces disciplines. Mais, évidemment, il y a un mais, et il y a des défis énormes. Ces gens qui sont bien formés dans des universités établies et qui focalisent aujourd'hui sur la qualité, ces gens-là partent, ne restent pas. Alors, il s'agit également d'avoir des politiques publiques pour retenir les compétences pour que les systèmes ne se désertifient pas. Donc, on n'a pas un problème d'accès, on forme bien, mais ceux que nous formons partent et sont captés
à l'international. Et ça, c'est un grand souci. Et il faudrait, par la suite, quand on souhaite extrapoler à l'Afrique, alors imaginez la situation dans des pays où les éléments les plus brillants, dans une situation où les ressources humaines sont peu disponibles, les éléments les plus brillants sont captés. Et donc ça alimente la question ou le défi ou le problème d'accès. Et il faut être maintenant, je vais mettre les pieds dans le plat, comme disait Douglas, parce que évidemment, il y a un discours, il faut, et nous sommes tous conscients de tout ça, mais la réalité est très délicate. Il y a un risque de décrochage réel pour le continent. Au vu de l'ensemble des problématiques que j'ai soulevées, donc démographiques, économiques, ressources humaines, technologiques, gouvernance, tout ça. Mais par ailleurs, la technologie permet des raccourcis. C'est pour ça que des initiatives qui proviennent des pays africains, comme ceux qui sont sur le plateau là, que je salue, sont réellement importantes. Mais également pour faire en sorte qu'au niveau du continent, on ne soit pas en une situation de dépendance quand il s'agit de répondre à un objectif de développement durable comme l'éducation. Voilà un peu ces quelques considérations. Le monde s'achemine vers ce que le secrétaire général du Forum de Davos appelle dans son livre The Great Reset. Ça veut dire on va recommencer à nouveau. Est-ce que nous sommes outillés ou pas? Est-ce que nous sommes en mesure de relever ces défis ou pas? Est-ce que nous avons les moyens de le faire? Il faut réellement que ce soit une question au cœur du débat en Afrique. On peut se permettre des services à la limite de l'acceptable dans tous les secteurs, mais pas en éducation. Très bien. Merci beaucoup. Pour terminer ce tour de table sur la première partie de l'émission et avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet sur finalement les métiers du futur et l'éducation du futur, vous disiez donc à l'instant que la situation était quand même critique sur le continent et donc je me tourne vers Bruno Dzounès qui est bien sûr en travaillant auprès de l'UNESCO a une vision mondiale et pas seulement africaine. Comment est-ce que vous voyez la situation ? Oui, disons que par rapport à l'intégration des technologies dans les systèmes éducatifs, on va dire que c'est des systèmes à plusieurs vitesses. Si quand vous avez, et moi je reviens encore sur la Covid et la fermeture des écoles, on s'est bien rendu compte que dans les pays en développement, en Afrique, on s'est bien rendu compte que presque tous les pays ont fermé l'école. Ferme les universités à une certaine période, parfois de mars 2020 à peut-être certains à mai ou juin 2020, avant de pouvoir effectuer une réouverture des écoles et la plupart du temps une réouverture pour les classes d'examen, même pas pour les classes de passage. Je dis bien la plupart des écoles. Quand on sait, la plupart des pays, quand on sait également que avant la Covid, il y avait beaucoup d'initiatives qui étaient en place ou qui sont mises en place et qui sont même encore actuellement là. Et pour le numérique dans l'éducation, la question, c'était peut-être de savoir comment est-ce qu'on n'a pas pu capitaliser sur ces initiatives-là pour pouvoir juguler la crise. Ça, c'est la question au niveau africain. On a également vu dans certains pays d'Asie qu'il y avait des pays qui avaient déjà vécu des catastrophes pareilles et qui étaient préparés à pouvoir répondre efficacement à la fermeture des écoles. Et c'est pour ça que dans ces pays aussi, les effets n'ont pas été aussi forts qu'au niveau africain ou au niveau de pays en développement où on a pu fermer complètement les écoles. Et moi, je dois rappeler, et pour rejoindre le panéliste qui est sur le plateau, que les technologies en éducation ne sont pas un phénomène nouveau, il faut bien qu'on se le dise. C'est plutôt un phénomène majeur de l'éducation contemporaine. Et
on a utilisé la radio pour l'école, la radio scolaire. Il y a beaucoup qui ont utilisé, peut-être pour certains, la radio scolaire parmi nous. Il y a aujourd'hui la télévision, bien évidemment, et l'UNESCO. Dans certains contextes, en Afrique subsaharienne, par exemple, que je connais encore très bien, a adopté une approche qui est une approche hybride. Et cette approche hybride voudrait tout simplement dire qu'il fallait utiliser au même moment tous les moyens pour pouvoir ne pas laisser un enfant pour compte. Et c'est pour cela qu'on a utilisé Internet à travers des plateformes d'échange de partage, des plateformes d'enseignement à distance, et c'est pour ça que tous les partenaires, la majeure partie des partenaires ont pu contribuer et participer et continuent d'ailleurs à renforcer ces plateformes d'enseignement à distance. Mais il y a également la radio, il y a également la télévision, mais il ne faut pas oublier un autre élément important qui est la production des documents, des supports pédagogiques imprimés pour des élèves qui n'avaient ou qui n'ont même jusqu'à présent ni accès, puisqu'on parlait de l'accès tout à l'heure, ni accès à la télévision, ni accès à Internet, ni accès à la radio, parce que le numérique ne devrait pas, comme je le disais tantôt, le numérique ne devrait pas encore élargir le fossé qui existait déjà entre dans les systèmes éducatifs entre les nantis, les moins nantis, les zones rurales, les zones urbaines, ceux qui peuvent avoir accès à la connectivité et pas. Et on sait quand même, quand il s'agit de la connectivité, le taux un peu d'accès à Internet dans ces pays et dans nos pays-là. Donc, et c'est pour ça qu'au niveau de l'UNESCO, on reste également focus. Et au niveau de BE, nous avons un programme qui s'appelle ELA, Hybrid Education Learning Assessment, qui voudrait justement, dont l'objectif est justement de pouvoir, de l'éducation hybride, on utilise en même temps le numérique, également le présentiel, je peux dire ça comme ça, mais il est question de pouvoir capitaliser sur toutes ces initiatives existantes, parce que sur toutes ces initiatives existantes qui ont été développées, certaines avant la COVID, pour d'autres pendant la COVID et aujourd'hui, de pouvoir capitaliser sur toutes ces initiatives existantes, pouvoir apporter l'éducation là où les enfants se trouvent, mais également faire de telle enseigne que demain, qu'on ne puisse pas être là à recommencer. Parce que comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on a eu autant d'initiatives dans le cadre de l'enseignement à distance, dans le cadre de e-learning, et qu'on se retrouve dans une période de crise en train de ne pas pouvoir les capitaliser. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'initiatives, mais qui sont des initiatives parcellaires et qui sont des initiatives qui ne se rejoignent pas, qui sont des initiatives qui ne s'inscrivent pas dans la durée, qui sont des initiatives qui ne sont pas coordonnées. Et c'est pour cela que des processus comme ceux que je viens de dénoncer tout à l'heure permettent justement pour ces pays de pouvoir capitaliser aujourd'hui autour de toutes ces initiatives-là et pour pouvoir préparer nos systèmes éducatifs. Et c'est pour ça que le thème reliance, cet adjectif revient encore au niveau de notre discours, de préparer les systèmes éducatifs à pouvoir être effectivement résilients et de pouvoir assurer la continuité pédagogique en tout temps. Et je dois peut-être ajouter un peu un élément au niveau du Bureau international d'éducation de l'UNESCO, que nous travaillons par exemple sur ce qu'on appelle un curriculum condensé, c'est-à-dire que on s'est bien rendu compte qu'avec la Covid, on a fermé l'école pendant 3-4 mois, et après on a rouvert l'école, et comme je l'ai dit, pour les classes d'examen pour un mois ou 2 mois, et après, c'était les examens. Il y a eu beaucoup de pertes d'apprentissage. Qui ne pourront peut-être plus être rattrapées un jour. Et alors, nous, on travaille sur un curriculum condensé pour se dire, le curriculum, il est sur 9 mois d'études pendant l'année scolaire. Nous travaillons sur un curriculum de 9 mois. Nous essayons de voir ce qui peut être enseigné aux enfants sur 3 ou sur 4 mois, voire 5 mois, ce qui peut être enseigné effectivement aux enseignants, parce que ne perdons pas de vue que nos curricula également ont ce qu'on appelle aujourd'hui la surcharge curriculaire. Parfois, il y a tellement de choses là à l'intérieur qui parfois n'aident pas ou ne servent pas l'enfant
dans son contexte, alors on se dit, on peut travailler sur un curriculum condensé, on peut garder ce curriculum condensé, préparer des enseignants à pouvoir utiliser ce curriculum condensé au cas où il y a une catastrophe, qu'on sorte rapidement les curricula condensés et qu'on puisse pouvoir mettre en œuvre dans les salles de classe. Ça, c'est par exemple une piste mais pour le faire, il faut également, c'est important qu'on puisse numériser également tout cela, parce que vous êtes bien rendu compte que lorsqu'il a fermé l'école, la première des choses, c'était comment est-ce qu'on fait pour disposer des cours, pour digitaliser les cours, pour que les enseignants puissent produire des cours numérisés? Ils n'étaient pas formés, il n'y avait pas une formation par rapport à ces enseignements, comment digitaliser les cours, et même déjà la question de quand on parle de la question de la formation chez les enseignants, un enseignant qui doit dispenser un cours à travers des outils comme le numérique, devant une caméra, c'est pas la même chose que lorsqu'il dispense un cours en présentiel. Donc ça, c'était autant de défis qu'il fallait relever, et aussi la question de l'évaluation. Dans nos pays, la plupart des enseignants, ils ont été formés à faire une évaluation à distance. Mais la question de l'évaluation s'est encore posée. Comment évaluer ces enseignements à distance? Et c'est pour cela que pendant la COVID, mais après quelques mois d'enseignement à distance, on n'a pas demandé aux enseignants d'évaluer à distance. On a demandé que les élèves reviennent sur les bancs pour qu'ils évaluent comme ils évaluaient encore avant. Donc, cette question de l'évaluation à distance se pose encore aujourd'hui et il faut préparer les systèmes à pouvoir assurer cette évaluation à distance. Encore que dans certains pays aujourd'hui, et encore en Afrique, il y a la question même de la reconnaissance aussi des diplômes, par exemple, ou des enseignements en ligne dans certains pays qui se posent encore. Oui, donc, tout à fait. Très bien, non, mais vous faites bien de souligner, je vous remercie beaucoup, l'importance finalement de la transformation, de ce que ça représente en termes d'enseignement. On va en reparler. Je vous propose de passer quand même à la deuxième partie de l'émission qui me semble très importante, c'est-à-dire de se poser la question de finalement à quoi sert le numérique pour créer les métiers de demain. Parce que cette jeunesse, pourquoi on l'éduque? Quel est l'objet de l'éducation? C'est évidemment pour qu'ils puissent s'intégrer dans un monde du travail et que dans un monde qui sera digital partout, pas seulement dans l'éducation, mais partout, il puisse y avoir finalement des nouveaux métiers, peut-être des start-up, on en a ici, et on va en reparler avec Lamine tout à l'heure, de la formation, parce qu'on passe de l'éducation à la formation, et peut-être que le système pédagogique lui-même va évoluer en peut-être se préparant les jeunes d'une autre manière. Et donc pour évoquer cette deuxième partie, donc plus vraiment sur la formation, sur les métiers et sur le rôle que chacun d'entre vous peut jouer là-dedans, je me tourne à nouveau vers Douglas. Douglas, donc avant de fonder 10 000 codeurs, vous aviez créé justement un centre de formation pour pour développer des développeurs sur le continent. Parlez-nous un petit peu de votre expérience et de ce que vous avez tiré comme conclusion. D'accord. Alors je vais commencer par la conclusion. Okay. La conclusion, c'est qu'il y a un énorme manque de fraternité dans le monde du numérique. Ouais. Les 375 millions de personnes dont on parle là, sans la fraternité, ça ne marchera pas. Le numérique doit être fraternel. Le numérique doit être fraternel. L'éducation que nous connaissons dans nos familles, elle est fraternelle. Nous grandissons auprès de personnes que nous apprécions et qui sont nos guides. Et on parle aujourd'hui, vous avez remarqué, l'actualité, le mentoring. Il faut du mentoring aussi dans le monde numérique. Donc ça, c'est la conclusion. Alors, je reviens pour le début. Donc moi, je suis donc ingénieur de formation, 20 ans d'expérience en informatique, 5 ans comme salarié, et puis 15 ans dans le monde de la formation professionnelle. Donc moi, mon métier, c'est former. Je forme des ingénieurs de multinationales, etc. Ma structure s'est bien développée, et puis à un moment donné, il y a la question de l'impact. Vous savez, à un moment donné de notre vie, on se pose la question, c'est bien de gagner de l'argent, mais comment est-ce qu'on impacte? Et donc moi, ça fait 10 ans que je me pose la question, comment est-ce que les connaissances que je peux avoir, je peux les diffuser au niveau du continent? Le plus largement possible. Le plus largement possible. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la massification. J'ai d'abord fait petit. Donc 10 000 codeurs, en fait, c'est un projet, c'est 10 000 personnes impactées en 10 ans. 2015-2025. Vous voyez que... Et donc aujourd'hui, c'est un vrai sujet qui est de dire comment est-ce que mon expérience opérationnelle dans la pédagogie, couplée à mes connaissances techniques, je peux les mettre de façon massive au service de la jeunesse africaine. Ça fait 10 ans que je travaille là-dessus. Ah, très bien.
Et alors, justement, par rapport à l'évolution, vous, que vous avez pu voir depuis 10 ans, c'est quoi votre regard par rapport à ça? Est-ce que justement, on va vers un numérique plus fraternel? Alors, c'est ce que nous essayons de faire passer comme message chez 10 000 codeurs. Nous devons mettre de la fraternité dans le numérique. Nous devons mettre de la fraternité dans l'éducation. L'éducation que nous connaissons tous individuellement, nous sommes ce que nous sommes, nous sommes ce que nous sommes parce que nous avons été éduqués par des personnes qui nous montrent le chemin. Aujourd'hui, les jeunes sont perdus. Les 375 millions de personnes dont parle Lamine tout à l'heure sont perdus. Pourquoi vous dites qu'ils sont perdus? Ils sont perdus parce qu'ils n'ont pas de guide. Ils sont perdus parce qu'ils n'ont pas le chemin, ils ne connaissent pas les métiers de demain. Ils connaissent le numérique sous l'angle des réseaux sociaux, sous l'angle de la facilité. Et du jeu aussi, oui. Du jeu, voilà. En fait, ils ne sont pas aujourd'hui éclairés et ne sont pas prêts à saisir les opportunités qui pourtant sont énormes et que nous connaissons tous et qui sont mondiales dans le numérique. Donc, c'est vraiment un paradoxe. Et nous, 10 000 codeurs, nous voulons nous positionner justement comme un pont entre cette jeunesse qui est sans repère et cette industrie du numérique qui cherche des talents. Très bien, merci. Alors, Edmond Diokeng, donc Huawei est un acteur majeur sur le continent et vous êtes présent dans pratiquement tous les pays. Donc, cette situation et le fait de faire émerger une jeunesse compétente pour entrer dans l'ère numérique, vous en êtes acteur. Quel est votre regard là-dessus, sur cette capacité pour l'Afrique à créer des nouveaux métiers et à finalement accompagner cette jeunesse dans un futur qui soit plus numérique? Quelle est votre vision par rapport à ça? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Qu'est-ce que Huawei est en train de mettre en place plus concrètement là-dessus pour les métiers de demain? Okay. Je voudrais apporter déjà un complément à ce que M. Kochef a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, si on parle de transformation numérique, et bien évidemment, après le Covid, l'Afrique se réveille. C'est vrai que ce besoin de transformation numérique, il est né avant le Covid, mais pendant le Covid, il y a eu un besoin accentué de migrer tout le monde, surtout pour le besoin d'éducation de tous, de la jeunesse. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler de développement durable ou alors de transformation numérique sans parler de ressources humaines. Pourquoi devons-nous former les jeunes? Parce que ce que les gouvernements investissent aujourd'hui, tous les savoirs que les acteurs de la digitalisation investissent aujourd'hui en termes d'infrastructures, en termes de stratégie, ils ont besoin de ressources averties et formées pour assurer la pérennité de ces infrastructures, pour assurer la pérennité, surtout l'avancement et un développement durable. Alors, c'est pour cela aujourd'hui que je pense qu'en tant que leader, l'un des leaders dans le secteur des télécoms mondial, c'est une responsabilité pour Huawei de former ces jeunes. L'intention derrière former ces jeunes, c'est d'abord de pouvoir créer un écosystème solide afin de garantir la continuité. C'est très important. Il a parlé aujourd'hui de guide. Aujourd'hui, nous devons réveiller les jeunes, nous devons former ces jeunes afin qu'ils comprennent l'importance, afin qu'ils soient outillés pour mieux entretenir ce que nous investissons aujourd'hui. C'est ça, en fait, l'importance de la formation, l'importance d'avoir des mentors. Et aujourd'hui, Huawei se positionne un peu comme une entreprise mentor pour la jeunesse africaine qui doit prendre la relève demain. Au-delà de ça, on va dire aujourd'hui que vous avez parlé des startups, je vais même parler aujourd'hui, au-delà des startups, on va parler du marché de l'emploi, parce que derrière le terme éducation, surtout lorsqu'on parle de l'enseignement supérieur, il y a un besoin d'avoir du boulot. Il y a un besoin de s'autonomiser, il y a un besoin de pouvoir s'insérer dans la société. Mais aujourd'hui, chez un expert ou alors chez un leader comme Huawei, un jeune qui se forme à travers les programmes ICT Academy a déjà la possibilité de communiquer à travers nos plateformes avec les étudiants de plusieurs autres pays, en un clic. D'échanger d'expériences, d'échanger d'opportunités surtout, mais de mieux se positionner sur le marché de l'emploi. Parce que je dis aujourd'hui, oui, ces universités, ces grandes écoles, ils ont des programmes qui existent déjà. Et avant même le Covid, qu'on en parle, ils avaient déjà des programmes dans le secteur des TIC. Mais est-ce que les jeunes s'intéressaient vraiment? Que non. On pouvait avoir dans les filières des TIC de nombreux étudiants
assez négligeable. Et c'est pour cela qu'il faut encore mettre l'accent sur la formation des jeunes, pour qu'il y ait de l'entrepreneuriat, pour qu'il y ait de la valeur ajoutée, pour qu'il y ait de la pérennité, mais surtout la durabilité. Parce que l'Afrique, pour gagner demain, et un confrère sur le plateau l'a très bien dit, le niveau de croissance de l'Afrique est très remarquable. D'ici 30 ans, en 2050, on aura plus de 2,4 milliards de personnes. Et donc, si l'économie numérique elle est aussi importante, si l'éducation passe par l'économie numérique aussi, le partage, l'ouverture des plateformes, la fraternité, pour emprunter le mot de Bruno tout à l'heure, il faut absolument qu'on ait des ressources, qu'on ait des jeunes qui sont formés, qu'on ait des jeunes qui pourront prendre la relève, qu'on ait des jeunes qui comprennent, qu'on ait des jeunes qui sont devenus eux aussi des experts, qui peuvent se tenir à des tribunes pour défendre l'Afrique, pour défendre leur pays, pour défendre les intérêts de l'Afrique et dire, nous, on a reçu une formation, on a la valeur ajoutée, on peut créer de la valeur pour nos pays, on peut créer des startups pour nos pays, mais encore mieux, au-delà de ça, on peut s'insérer dans une société qui a besoin de tous. Donc voilà, je pense aujourd'hui que au-delà de la volonté ou des gouvernements qui, je pense, sont suffisamment engagés dans ce processus de transformation numérique, on devrait aussi permettre ou alors encourager le partenariat public-privé pour assurer ce développement, pour assurer la durabilité. J'insiste sur la durabilité parce que M. Toyin disait tout à l'heure que quel est le modèle qu'on met derrière les initiatives pour qu'elles soient pérennes en ce qui concerne l'éducation? Quel est le modèle qu'on met derrière pour s'assurer que les belles initiatives ne soient pas remises dans les penderies après la pandémie? Est-ce que ce sont des initiatives qui sont ciblées juste pour la pandémie? Mais l'éducation, elle ne s'arrête pas. L'éducation, elle ne s'arrête pas. Le besoin des ressources, ça ne s'arrête pas. Mais je suis contente aujourd'hui parce que lorsqu'on regarde les chiffres, je vais prendre le cas de la zone CEMAC uniquement. L'année dernière, pour le Cameroun et le Gabon, nous avons pu former en termes d'enseignants plus de 165 enseignants pour le Cameroun et le Gabon uniquement. Et on a pu former plus de 3000 jeunes. 3000 jeunes et on a pu signer des partenariats avec, par exemple, le ministère de l'Enseignement supérieur qui, désormais, voudrait que cet accompagnement, cette éducation de valeur ajoutée puisse être incluse dans les programmes, les programmes scolaires des enfants et qu'ils puissent explorer l'expertise d'un leader qui est, je vais dire, permettez-moi le terme, pionnier un peu dans ce secteur de la télécommunication. Merci. Très bien, merci beaucoup. Effectivement, ça commence au plus jeune âge. Et puis après, il y a quand même, vous l'avez souligné, l'importance finalement de la continuité et puis l'existence de start-up avec l'esprit qui va avec, l'esprit du digital. Cette fameuse fraternité, à la fin, ça devient un esprit digital dans le cadre du développement. Et c'est finalement les start-upers qui en parlent le mieux. Donc, je vais revenir vers Lamine Barraud. Donc, je disais, vous avez finalement à la fois, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes à la fois un start-upper vous-même et en même temps, votre objectif via les formations que vous mettez en place est finalement d'accompagner les jeunes eux-mêmes à devenir des acteurs du numérique. Quel est, selon vous, en tant que start-upper et justement dans ce qu'on appelle l'EdTech, c'est-à-dire finalement toute l'éducation technologique, ce qui doit être fait pour accélérer ce passage vers de nouveaux modes d'enseignement et pour faire en sorte que finalement cet écosystème de start-up aidé par les partenaires, on vient de parler de Huawei, par les ministères, puisse émerger? Effectivement, merci beaucoup Delphine. Je vais répondre à cette question aussi en rebondissant aussi sur deux points, le point de Bruno et celui de Douglas. Déjà, effectivement, pour que on puisse implémenter le numérique avec succès dans l'éducation, c'est tout un écosystème à mettre en place. Moi, à la base, avec ma startup, je voulais juste me concentrer sur le développement de ma plateforme et vendre cette plateforme-là. Mais d'un point de vue terrain, lorsqu'on est arrivé sur le marché, on s'est rendu compte que il fallait des prérequis en fait. Il fallait tout un écosystème pour que ça soit une réussite. Ce qui nous a obligés, nous, par exemple, avant même de commencer à déployer notre plateforme pour des institutions de formation ou bien pour des universités,
à faire ce qu'on appelle, nous, une étude de maturité digitale. On essaie déjà de voir est-ce que l'institution a des prérequis en termes d'infrastructure, est-ce que les apprenants sont équipés, que ce soit à la maison ou dans le campus, est-ce que les enseignants aussi sont équipés, est-ce que les enseignants ont les compétences numériques même de base avant de pouvoir les amener à faire de la formation en ligne. Et toutes ces questions-là, on essaie de faire cette étude de maturité-là avant de proposer des recommandations et à implémenter un dispositif de e-learning. Et aujourd'hui, on est obligé même de rémunérer ça et ça représente plus de 70% de notre chiffre d'affaires, au-delà même de notre patrimoine qu'on vend. Et c'est pour vraiment partager la nécessité de mettre en place tous ces prérequis-là avant d'implémenter un dispositif de formation à distance. Et même lorsqu'on finit d'implémenter le dispositif de formation à distance aussi, il faut vraiment accompagner l'institution sur la durée. Donc, on met en place souvent aussi des programmes de conduite de changement pour vraiment s'assurer que le e-learning est vraiment bien intégré. Et tout ça, sur le plan opérationnel, il y a des difficultés. Et ces difficultés-là, c'est vraiment le manque de ressources humaines, en fait. Donc, c'est évident, aujourd'hui, on va parler de nouveaux métiers, dans tout ce qui est développement, design, data science et tout. Mais il faut dire que même dans l'éducation, il y a de nouveaux métiers qui se créent, en fait. Aujourd'hui, ma responsable pédagogique, elle est française. Pourquoi? Parce que elle a une compétence, une expertise, vraiment indispensable dans le déploiement de dispositifs e-learning qu'on ne retrouve pas du tout en Afrique ici, en fait. Et il y a des nouveaux métiers dans l'éducation. Aujourd'hui, nous, en tant que start-up EdTech, on recherche activement des ingénieurs pédagogiques. Les ingénieurs pédagogiques sont différents des formateurs, des enseignants, parce que un formateur, il ne produit pas les ressources, il anime une formation, alors que l'ingénieur pédagogique conçoit des formations. Aujourd'hui, c'est une compétence très recherchée en Afrique. Il y a aussi la technopédagogie. Il faut former les enseignants aussi à utiliser les outils du numérique, en fait. Et après, il y a le digital learning management. Comment est-ce qu'on anime des formations en ligne? Tout ça, c'est des nouveaux métiers qui se créent. C'est des métiers sur lesquels les entreprises, les institutions de formation embauchent en Afrique. Malheureusement, on n'a pas encore ce genre de curriculum-là, où encore on n'a vraiment pas assez de jeunes formés sur ces métiers porteurs-là pour vraiment implémenter tout un écosystème pour que la formation en ligne soit une réussite en Afrique. Maintenant, Douglas aussi parlait de fraternité dans les nouveaux modèles de formation. Il y a quelques années, tout le monde pensait que la formation en ligne, c'était des formations asynchrones, c'est-à-dire l'étudiant, il arrive en ligne, il a accès à des ressources et puis bon, voilà, il peut se former seul. Mais il faut dire que tout le monde n'est pas du tout autodidacte, en fait. Tout le monde n'est pas autodidacte. Et ce qui fait que le modèle des MOOC n'a pas marché, en fait. Aujourd'hui, les taux de complétion des cours en ligne de manière massive, c'est de 3%. C'est-à-dire, lorsque vous laissez l'apprenant seul avec des ressources pédagogiques, à la limite, c'est un peu comme une bibliothèque virtuelle, en fait. Il peut pas s'en sortir. Donc, aujourd'hui, les nouveaux modèles de formation à distance qui sont pratiqués, c'est des formations, par exemple, par cohorte. Donc, dans une formation par cohorte, tous les apprenants démarrent ensemble, ils terminent ensemble, ils se connaissent, ils échangent avec les enseignants, ils échangent avec des experts. Il y a toute une communauté apprenante qui se crée, même lorsqu'on est en ligne, en fait, qui fait que l'apprenant, il se sent jamais seul et il se sent accompagné, il est dans une communauté qui le motive à vraiment progresser. Aujourd'hui, les taux de complétion des formations par cohorte est de 97%. Et c'est pour dire aussi comment est-ce que les dispositifs, les méthodologies de formation en ligne ont vraiment aussi gagné en maturité. Et Tudex aussi, notre solution est vraiment optimisée pour ce type de formation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les institutions de formation africaines utilisent de plus en plus notre solution et réussissent vraiment à implémenter le e-learning dans leur communauté. C'est vraiment ce que je voulais partager sur ce point. Très bien, merci beaucoup. Je me tourne vers vous, Esther, puisque en fait, Nomade Éducation, qui a été un des pionniers en France et qui maintenant se tourne vers l'Afrique, est confronté justement à l'évolution de l'enseignement lui-même par le numérique. Qu'est-ce que vous pouvez partager avec nous sur ce sujet ? Exactement. Aujourd'hui, je vais peut-être un peu aller à l'encontre des prédécesseurs. Nous, on se rend compte que les jeunes aujourd'hui sont un peu plus autodidactes qu'il y a des années en arrière. Et l'application aujourd'hui que nous on propose, Nomade Éducation, est basée sur de l'adaptive learning. Donc aujourd'hui, l'application pousse l'utilisateur à aller jusqu'à la notion qu'il a oubliée, par exemple. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, c'est de l'apprentissage jusque
jusque là où on s'est arrêté. Le système africain n'est pas le même système en Occident, ce n'est pas le même système en Asie, etc. Il y en a qui ont décroché de l'école parce qu'ils se sont dit « j'apprends pas vraiment, je dois aller travailler pour nourrir ma famille ». Donc ce jeune-là, il se sent peut-être incapable, je dis n'importe quoi, en sciences physiques ou en mathématiques. L'application lui montre ce qu'il peut étudier et progresser dans sa vie. Donc par exemple, quand lui il va se connecter, on lui demande par des questions très simples ce qui l'intéresse vraiment. Et lui, il va dire « ok, j'aime la littérature, j'aime la musique, etc. » On lui modèle un contenu adapté à sa vie, adapté à ce qu'il veut, ce qu'il recherche dans sa vie. Et en ce moment-là, il progresse tout seul, il ne se sent pas jugé. Parce que beaucoup de jeunes nous disent le système actuel, si je ne vais pas plus vite comme mes amis, si je ne vais pas très vite ou si je suis un peu lent, je me sens jugé par le professeur en face de moi. L'application ne juge personne et permet justement d'acquérir de nouvelles notions. Non seulement pour les personnes qui continuent d'aller à l'école, mais aussi celles qui ont décroché de l'école. Il y a un des intervenants qui disait tout à l'heure que les jeunes Africains cherchent à partir. Parce que même quand ils sont bien formés, ils cherchent à s'exporter. Et aussi, même quand ils ne sont pas bien formés, ils se sentent obligés de partir. Si un jeune Africain est très bien formé, il n'aura pas à se poser la question d'aller chercher du travail ailleurs. L'application Nomade Éducation permet à chaque jeune qui l'utilise de se sentir bien dans sa peau déjà, d'apprendre et de savoir qu'il peut se confronter aux autres personnes de sa génération. Ça, c'est un. J'entendais aussi tout à l'heure avec toujours les intervenants qu'il y a un problème de connectivité. L'application Nomade Éducation, il n'y a pas besoin de connexion Internet. Donc, on règle vraiment un vrai souci d'accès au contenu. Aujourd'hui, en Afrique, on sait qu'il y a un problème de connexion Internet, mais grâce à Nomade Éducation, et moi, j'ai fait 7 pays dernièrement en Afrique, j'avais toujours mon contenu partout où je passais. Pourquoi? Parce que l'application est offline. Donc, aujourd'hui, on touche même les milieux dits ruraux, on touche les familles les plus défavorisées parce que c'est gratuit. Et en plus de ça, on permet aux jeunes de se sentir bien, de ne pas se sentir jugé et lui-même de dire ce qu'il veut. Donc, quelque part, on est en train de dessiner un peu, j'ai envie de dire, l'enseignement de demain. De permettre à tout jeune, à tout élève de savoir qu'il n'est pas jugé sur les mêmes critères que tout le monde, mais il est jugé sur ce qui peut lui servir pour son avenir. Encore, l'application est un coach. Donc, l'application dit ok, tu veux étudier combien de temps dans la semaine? Je veux étudier 1h30. L'application pousse l'élève à se dépasser. Voilà, tu as beaucoup appris en mathématiques. Il est temps maintenant de te tourner vers l'anglais, etc., etc. Donc, c'était pour répondre un peu à mes prédécesseurs. En plus de ça, je pense que les gouvernements gagneraient à utiliser ce type d'application pour un public plus large. Je suis d'accord avec Douglas quand il dit qu'il y a plein de solutions qui existent, mais les gens ne les connaissent pas. Nomade Éducation est plus ou moins connu. On parle de plus ou moins 400 000 membres en Afrique. Mais on pourrait atteindre tous ces 375 millions de jeunes dont on parle tout à l'heure. Ils peuvent se retrouver dans un contenu très adapté, un contenu riche, un contenu qui les aide et en plus qui est gratuit. Comment le faire? C'est grâce au gouvernement qui va nous aider ou qui vont nous aider à atteindre ces cibles-là via les écoles. Voilà. Et la troisième chose pour finir, toujours avec l'application Nomade Éducation, les enseignements même aux professeurs. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a dans nos systèmes africains des jeunes qu'on appelle les répétiteurs. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Le répétiteur, c'est un jeune qui a peut-être une classe ou 2 classes de plus que celui qui veut apprendre et lui-même n'est pas assez formé pour former le jeune élève. Mais il va dire « Ok, je peux aider moyennant 3 000 francs, 5 000 francs ». On permet à ces jeunes répétiteurs et même des professeurs de se remettre eux-mêmes à niveau, sans se sentir jugés encore une fois. Donc, même s'ils ont manqué une notion, ils pourront venir en arrière dans l'application, se remettre à niveau et être aptes en ce moment-là à enseigner les autres personnes qu'ils suivent. Un peu comme je peux le dire. Donc aujourd'hui avec Huawei, avec l'UNESCO, avec les différentes personnes qui sont connectées, c'est de trouver les synergies possibles sur l'Afrique pour toucher le maximum de jeunes, pour pouvoir, et surtout que c'est une solution assez gratuite qui est pertinente. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble
déjà à notre petit niveau, à notre petite échelle, et après, pourquoi pas, à une échelle plus grande. Voilà un peu ce que je voulais raconter. Très bien, merci beaucoup. C'était passionnant et vous pointez vraiment le fait que finalement, le système lui-même, le système numérique crée des nouveaux usages, une autre vision finalement. C'est peut-être la vision de l'éducation de demain, peut-être plus proactive. Ça demande à ce que finalement, par soi-même, on s'intéresse à tel ou tel sujet, mais en même temps peut-être plus adapté, plus concrète, plus pratique, moins cher peut-être aussi. Toutes ces solutions, finalement, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Douglas, par rapport à ça? Alors, si vous me permettez, je vais faire une réponse en 2 temps. Le premier temps, je vais essayer de vous dire ce que je pense de certaines interventions, eu égard à la massification. Moi, je vous dis, j'insiste sur le fait que moi, oui, tout à fait, mais je pense qu'on est d'accord. 375 millions de personnes. Tout à fait. Il faut bien comprendre le sujet. J'ai entendu, alors j'aime beaucoup l'enthousiasme des intervenants, mais bon, quand j'entends que l'application pousse à se dépasser, bon, vous voyez que une application qui pousse quelqu'un à se dépasser, bon, c'est pas évident. Une personne peut me donner l'envie, peut déclencher chez moi une envie de me dépasser. Ça, oui. Mais une application qui me pousse à dépasser, petite réserve. Au niveau de Huawei, un leader mondial, j'ai entendu 300 écoles dans le monde, 3000 jeunes dans 2 pays en 1 an. Moi, je veux bien. Mais 3000, c'est... Yes. Bah, on va demander à Edmond de nous répondre. Voilà. Edmond. Alors, je voudrais peut-être laisser qu'il aille au bout de sa question, comme ça je peux lever la réponse après avoir écouté le fond de sa question. Très bien, bah, je vous propose, Douglas termine, après je vous laisserai la parole, donc Edmond, et vous ferez également la clôture puisque l'émission va bientôt toucher à sa fin. Voilà, donc on vous écoute Douglas et puis je vous laisserai la parole Edmond. Je me fais un peu l'avocat du diable, parce que moi je suis focus sur les 375 millions. D'autre part, j'ai entendu tout à l'heure, avec le travail de l'UNESCO, de Huawei, c'est très bien, mais moi je vous l'ai dit, ces conférences, ces échanges entre acteurs, pour ces jeunes-là, c'est hors sol. Donc aujourd'hui... Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est ça le sujet. C'est ça le sujet. Ce qu'il faut faire, c'est aujourd'hui, je vous donne un exemple très simple, il faut écouter les jeunes, déjà. Les jeunes, on ne les écoute pas. Les jeunes, on n'écoute pas les jeunes. Et deuxièmement, il faut une proximité et de la bienveillance avec les jeunes au niveau même familial. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, les jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Ils savent pas, ils connaissent pas les métiers du numérique. Qu'est-ce que leurs parents leur disent? Leurs parents qui sont d'une autre génération. Ils leur disent, mon petit, tu deviendras médecin. Mon petit, tu deviendras avocat. Mon petit... Donc, eux, ils ont des schémas dans la tête, donc, et ils évoluent avec des parents et un entourage qui leur dit, va vers des domaines qui aujourd'hui, on le sait, vous et moi, mais nous sommes si peu à le savoir, ne mènent pas vers l'excellence. Nous, ce que nous proposons chez Dimicodeur... Donc c'est un peu les limites de la fameuse fraternité familiale, hein, parce que, alors, si je puis me permettre, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Tout à fait. Au regard de l'insertion, oui, parce que les parents n'ont pas la connaissance eux-mêmes. Donc d'où va venir cette fraternité et comment on trouve la solution? Aujourd'hui, il y a des professionnels qui veulent donner du sens à leur carrière en devenant des repères pour cette jeunesse. J'en fais partie. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont, entre guillemets, pour faire simple, des gens qui ont plus de 30 ans, qui ont une expérience professionnelle et qui se demandent comment impacter la jeunesse. Nous, chez Dimicodeur, tous les jours, du lundi au vendredi, d'une part à 19h, d'autre heure de Paris, et d'autre part à 20h, heure de Paris, nous prenons le temps à 19h d'écouter les jeunes. Aujourd'hui, nous écoutons un jeune de Tunisie, un jeune d'Algérie. Et à 20h, cette fois-ci, nous mettons des professionnels qui prennent du temps, 1 heure par mois, 1 heure par trimestre, pour partager des connaissances sur, 1, les usages du numérique, le numérique pour le génie civil, le numérique pour l'agriculture, 2, les métiers du numérique, quels sont les métiers possibles, 3, les technologies du numérique. Ça, c'est ce qu'on appelle, nous, l'acculturation au numérique. L'acculturation au numérique, c'est tous les jours, c'est comme l'éducation. Il faut donner un petit peu tous les jours. Et les jeunes qui découvrent ça, ils ont l'occasion de faire un passeport numérique qui valide 2 points que les entreprises recherchent, parce qu'il faut penser à l'insertion. 1, un comportement. Les jeunes sont déconnectés des réalités d'entreprise. Quel est le bon comportement qui me permettra de passer l'entretien d'embauche? 2, quelle est ma culture numérique? Aujourd'hui, en entreprise qui pose une question à un jeune, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Il faut que le jeune puisse répondre sujet, verbe, complément. Qu'est-ce que c'est que la blockchain? Sujet, verbe, complément.
Qu'est-ce que c'est que le cloud? Sujet, verbe, complément. Donc c'est toute la culture du numérique en fait. Absolument. Et lorsque le jeune a ça, chez nous, DimiCoder, dans notre approche, ce qu'on appelle le programme Un emploi en 3 étapes, il franchit la première étape et là, on cherche des financements, peut-être auprès de Huawei, peut-être auprès des États, pour maintenant lui apporter de la connaissance dans la formation, dans un métier pour lequel il a vu qu'il y a des débouchés, pour lequel il a vu qu'il y a des mentors, pour lequel il a vu qu'il y a des professionnels qui donnent du sens et qui partagent. C'est la réalité d'DimiCoder aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, quand ils vont voir le travail colossal que nous réalisons. C'est un travail qui est collectif, et j'insiste sur le multipartite, secteur privé, secteur public, société civile, mais d'abord de la fraternité. C'est ce qu'on a essayé, malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps. Je voulais juste dire en 30 secondes que chez Nomade Éducation, on écoute les jeunes. Vous pouvez voir sur les stores 150 000 avis de jeunes uniquement. Ils nous disent tout le temps ce qu'ils pensent de l'application et c'est génial. 4,7 de moyenne sur 5 et c'est très génial. Et on a des webinaires aussi, justement sur des thèmes du numérique, sur des thèmes de la confiance en soi, reprendre confiance en soi, être bien et comment prendre la parole en public, tout ça, on a des modules comme ça dans l'application. C'est un peu ce que je voulais rajouter. Très bien, c'était normal. En tout cas, ce que je retiens, c'est cette notion effectivement de culture. On va devoir bientôt se quitter et donc peut-être je vais laisser donc Edmond Jokeng vous répondre par rapport à votre propos et peut-être conclure sur sa vision à elle finalement de l'école de demain sur le continent et de cette notion de culture en fait du digital. Alors, merci encore et je dis, je suis flattée de l'intervention de chacun des panélistes ou des confrères sur le plateau. Et je voudrais dire, je pense qu'à la fin, nous convergeons vers la même vision. Et il faut le dire encore aujourd'hui, avant d'aller vers les métiers du numérique, il faut connaître les technologies du numérique. Ça, c'est la base. Les technologies du numérique, vous les connaissez, suivant le secteur qui vous aura intéressé. Et ensuite, à travers la connaissance, vous pouvez développer les métiers du numérique. Et ensuite, vous pouvez mieux intégrer la culture du numérique. Ça veut dire que ça se passe par étapes. Alors, nous, en tant qu'experts, c'est-à-dire Huawei, en tant qu'experts et leaders mondiaux dans les télécommunications, mais dans les technologies d'abord, nous faisons ce que nous savons mieux faire. Et je ne voulais peut-être pas entrer dans le détail pour ne pas monopoliser la parole lorsque j'ai pris le propos tout à l'heure. Nous partons sur la base des enseignants qui sont professionnels dans leur métier, mais qui dispensent des cours à des étudiants de ces filières TIC. Donc, on peut dire qu'il s'agit des professionnels aussi de ce domaine. Ils ont été suffisamment formés. Vous avez des professeurs agrégés aussi là-dedans, qui dispensent des cours avec des modules. Ils ont accès à des plateformes. Et avec des plateformes, il y a il y a tellement d'experts qui sont toujours disponibles à échanger avec eux, à partager avec eux, à faire des exercices, à faire des TD, à faire même, des échanges un peu plus personnalisés. Et ils ont le droit dans les plateformes de donner leurs avis, de poser les questions, de solliciter l'attention d'un expert pour résoudre une difficulté ou un problème. Donc voilà comment ça se passe effectivement. C'était juste pour compléter, pour qu'ils comprennent mieux, parce que peut-être tout à l'heure, je suis pas entrée dans le détail. Et en parlant, par exemple, de la maths, oui, on ne voudrait pas forcément, dessiner un schéma qui n'est pas réel. Aujourd'hui, par exemple, dans le cadre de la zone CEMA, on a déjà, 10 universités. Universités et grandes écoles, parce que il faut autant le secteur public que le secteur privé. Donc, on a des universités d'État, on a aussi des grandes écoles. Mais pourquoi le chiffre 3000? Je ne voudrais pas le justifier dans les détails, mais je vais dire, c'est parce que dans chaque établissement, on a en moyenne 4 à 5 enseignants qui sont déjà au niveau d'experts. Les filières sont différentes. Vous avez des gens qui sont en HCIP, vous avez ceux qui sont beaucoup plus dans le WLAN, dans le cloud. Les filières sont stratifiées, c'est-à-dire une après l'autre. Et même ces enseignants sont recyclés. Ils commencent par le niveau d'instructeur, ensuite professionnel, ensuite expert, niveau 1, niveau 2. Tout est stratifié là-dedans pour permettre la continuité, la qualité, mais surtout la durabilité. Donc, je vous laisse le soin de faire un petit calcul. Si vous avez en moyenne 4 enseignants pour chaque établissement et vous imaginez un établissement à combien d'étudiants et vous faites un peu la multiplication avec 10 établissements, quel est le chiffre que vous pouvez faire par an? Je pense que c'est logique. Et je dis 3000 déjà pour une année.
ce ne reste que 2 pays, et je vais dire que pour le Gabon uniquement, on n'a qu'une université pour le moment. Au Cameroun, on en a 9 déjà. Mais je dis encore, on est axé sur la qualité. Il ne faut pas faire la masse pour plaire, mais il faut faire le maximum en termes de quantité, mais surtout avec la meilleure qualité. Nous prenons du temps, nous avons des échanges avec le bureau local, nous avons des échanges avec ces enseignants pratiquement chaque semaine. Nous avons des groupes que nous avons créés, des boucles de mails, leurs priorités, leurs préoccupations, les problèmes qu'il faut résoudre. Parfois même, nous avons généralement au moins 1 à 2 fois par mois des séances physiques dans les établissements pour pouvoir être proche avec eux et toucher du doigt quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent. J'avais vraiment pas le temps d'entrer dans les détails, mais ce que vous avez décrit tout à l'heure, c'est le schéma exact de ce que Huawei fait sur le terrain pour assurer la durabilité, la pérennité, mais surtout assurer la continuité de cette transformation numérique qui se veut importante pour l'Afrique. Le défi, il est très grand, et il est important que tous les acteurs, et je voudrais saisir l'occasion pour remercier aussi l'UNESCO qui est très engagée dans cette cause. C'est le moment ou jamais de créer ces partenariats public-privé, privé-privé, public-public. Je vous ai parlé tout à l'heure du ministère de l'Enseignement supérieur au Cameroun, avec qui on a signé un partenariat officiel pour mieux engager ces établissements. Ça aussi, c'est un partenariat public-privé. Et je dis, il faut l'accompagnement de tous. Si nous construisons aujourd'hui les infrastructures, la connectivité et même l'intéressement de ces jeunes, et que nous n'avons pas les ressources qui vont assurer la continuité, je serai désolée d'ici 20 ans, on sera tous désolés. On sera tous désolés. C'est très important, mais faisons la masse dans la qualité. Donc, merci infiniment Delphine et merci à la Tribune d'Afrique de nous avoir donné l'occasion ou alors l'opportunité d'échanger avec des panélistes qui sont assez intéressants et que j'aimerais revoir très bientôt en physique ou en virtuel puisque nous sommes dans le monde numérique d'abord et que j'inviterai à échanger comme on a parlé tout à l'heure et merci encore infiniment, nous restons disponibles pour échanger beaucoup plus d'informations en ce qui concerne la vision de Huawei, en ce qui concerne les actions de Huawei et en ce qui concerne l'accompagnement que Huawei peut apporter pour mieux enchérir le développement durable en Afrique subsaharienne, mais surtout aussi contribuer à briser le gap qui existe entre l'éducation en zone urbaine et en zone rurale, parce que c'est un phénomène réel en Afrique et nous ne devons pas parler d'éducation sans faire face à ce phénomène. Nous donnons le meilleur et nous comptons effectivement donner le mieux pour mieux accompagner cette cause et apporter une éducation pour tous à travers nos différents programmes. Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup. Désolée, ce sera le mot de la fin car on doit rendre l'antenne. Le mot de la fin pour dire effectivement que vous représentez tous différents acteurs et que c'est un travail commun qui seul pourra proposer des solutions pour ce défi immense de l'éducation sur le continent africain. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à mes invités. Merci beaucoup. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous au mois de juillet pour le prochain forum de la Tribune Afrique, le Women's Forum, qui sortira à l'occasion de la Journée internationale de la femme africaine. Voilà, je vous remercie beaucoup. À très vite.